Bonsoir à tous, merci d'être là, merci de prendre le temps, parce que c'est aussi, vous allez certainement pouvoir aussi m'apporter beaucoup, donc merci de donner de votre temps. Et merci aussi au vice-rectorat, parce que j'avoue que cette recherche de thèse est pas toujours facile. Donc là, l'inspection ouvre ses portes et ça fait vraiment du bien quand on a des portes qui s'ouvrent, parce que pour produire et collecter des données, eh ben, il faut que le terrain veuille nous les donner et quand les portes sont fermées, c'est compliqué. Donc, je rédige une thèse en sciences sociales et politiques sur la façon dont la Nouvelle-Calédonie transmet son passé difficile de la période communément appelée la période des événements. Donc, précisément sur cette période-là. Donc, comment les familles le transmettent, donc à l'intérieur des familles, et comment l'école, comment la version officielle, dans ce cas-là, l'école, transmet cette période, et quels sont les liens entre ces deux transmissions, quels mécanismes on peut identifier entre ces deux modes de transmission. Alors, attendez, je regarde si ça marche, cette histoire. Là. Du coup, j'ai fait un petit sommaire où je parlerai des différents types de mémoire, où je vais vous expliquer en détail mes questions de recherche, ce qui se fait un peu, les recherches académiques sur les manuels scolaires et les programmes scolaires, et les usages, les différents usages du passé. Et je parlerai brièvement de trois cas, donc le Japon, Israël, Palestine et la Polynésie française. Ce ne sont pas mes spécialités, mais l'idée était de montrer que l'enjeu de transmission des passés difficiles n'est pas un enjeu propre à la Calédonie. D'autres pays passent par là et d'autres pays essayent d'y faire face à leur manière. Et ensuite, où est-ce qu'on en est en Nouvelle-Calédonie et dans cette partie-là, à la fin, j'expliquerai comment on pourrait travailler ensemble et comment je pourrais, via vous, peut-être collecter des données ou produire plus de données pour pouvoir aller plus loin dans la recherche. Et avant de commencer, je voulais insister sur le fait que ça va être peut-être un peu critique, mais il n'y a aucun jugement ni envers les enseignants, ni envers le vice-rectorat, ni envers tout ça. Le rôle des chercheurs, c'est justement de faire un état des lieux, donc de poser des faits, une analyse de ce qui est en place, ce qui n'est pas en place. Oula, il y a un bug. Donc, ce qui est en place, ce qui n'est pas en place, ce qui pourrait être fait, et puis ce qui est fait ailleurs, mais c'est en aucun cas un jugement ou une critique. Et je m'excuse d'avance si vous repartez avec plus de questions que de réponses, mais c'est aussi l'objectif du chercheur de soulever des questions et de ne pas apporter des réponses toutes faites. Alors, du coup, je vais commencer par ça. Attendez, je vous enlève parce que je vois vos visages. Là, donc moi, mon objectif de recherche, c'était de comprendre pourquoi, malgré l'adaptation des programmes, pourquoi ce qui a été fait, les jeunes continuent de dire on ne connaît pas notre histoire, on ne nous apprend pas notre histoire et je ne connais pas mon histoire. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit que vraisemblablement, ça ne devait pas être dans les programmes. On verra après et in fine, ça y est quand même. Et donc, j'essaye de comprendre à quel endroit ça cloche et à quel moment il y a un problème qui fait que finalement, in fine, on continue d'avoir des discours de je ne connais pas mon histoire. À titre d'exemple, dans une classe de terminale, quand on pose la question enfin, c'est un exemple dans une classe, mais qui pense pouvoir raconter grosso modo ce qui s'est passé, ben, une élève lève la main. Dans une autre classe de première où je demande si on peut me donner 5 mots qui résument la période, ben, la majorité n'écrivent pas les 5 mots et quand je demande pourquoi, ils me répondent qu'ils ne savent pas à quoi ça fait référence et donc ils ne savent vraiment pas donner 5 mots. Et pareil, une intervenante m'a récemment dit qu'un élève lui avait dit, mais madame, c'est un blanc qui a assassiné Tchibaou.
Et donc, pareil, des élèves interrogés en licence d'histoire sur la Nouvelle-Calédonie répondaient des, des réponses qui étaient très approximatives, voire fausses. Et la question que je me pose, bah, c'est donc de comprendre pourquoi ça, malgré ce qui est mis en place. L'espèce de sablier que vous voyez, c'est une étude belge qui avait fait, c'est un 8, c'est un infini, et c'est en même temps un sablier qu'on peut mettre dans un sens et dans l'autre. Et ils ont trouvé que la mémoire familiale, ce qu'on racontait dans les familles, influençait beaucoup donc la mémoire individuelle, qui allait ensuite influencer la mémoire collective, et puis ça faisait comme un infini, comme un sablier qu'on peut intervertir. Et donc, mon objectif, c'est de comprendre si justement l'école ici permet aussi de jouer ce même rôle-là au milieu. Est-ce que l'école influe? Est-ce que ça n'influe pas? Est-ce que certains professeurs disent qu'ils le font, mais les élèves, ça n'accroche pas? Pourquoi l'histoire n'accroche pas? L'histoire de cette période, des événements, pourquoi elle ne reste pas? Euh, hop. Et donc, pour ça, donc, il y a, bon, je pense que vous le savez, différents types de mémoire. La mémoire, elle est pas forcément le reflet exact et parfait du passé, c'est une trace. Donc, ça veut dire que notre mémoire, elle n'est pas forcément fiable, mais c'est une trace de ce qui s'est passé. Et on a différents types de mémoire. Donc, on a la mémoire individuelle qui est bah, la mienne, par exemple, ou la vôtre. Et c'est la manière dont on se souvient, donc dont on va se souvenir un événement précis. Et on peut se souvenir du même événement, mais de manière complètement différente en fonction des individus. Mais l'individu continuera de croire que c'est son souvenir. Donc on peut, même si un individu se rappelle un souvenir de manière biaisée, euh, il va garder ce souvenir. On aura du mal à le faire changer d'avis ou le faire changer son souvenir, même s'il n'est pas exact. Donc, il va garder sa vérité, sa perception à lui des choses de ce souvenir-là. Et ça, c'est un individu. Donc, à l'échelle d'un pays tout entier, on peut avoir des milliers d'individus qui se rappellent quelque chose d'une manière, de leur manière, leur propre souvenir à eux. Ensuite, il y a la mémoire collective. La mémoire collective, c'est celle qui est communément admise. Donc, c'est celle qui est propre à un groupe. Et en fonction du groupe, elle change. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je parle de James Cook ici, on va pas avoir la même date qui va nous venir en tête que si je parle de James Cook en Australie. Donc, par rapport à un groupe, par rapport à des événements, les groupes sociaux vont se souvenir différemment. Et ensuite, il y a la mémoire officielle. Donc, la mémoire officielle, c'est celle qui nous est transmise par les autorités, donc dans les manuels scolaires, dans les discours, dans la célébration d'événements, dans tout ce qu'on appelle les lieux de mémoire, etc., etc. Et si on parle de mémoire officielle, c'est qu'a priori, il y aurait des mémoires non officielles, donc des mémoires officieuses, celles qui sont pas communément admises et celles qui sont un peu souterraines, un peu silencieuses, celles qu'on n'entend pas et qui sont parfois oubliées. Euh, et la question ici qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand la mémoire officielle qui nous est transmise ne correspond pas à notre mémoire individuelle? Donc, quand les autorités imposent une version officielle, mais qui ne va pas avec celle que nous on a. Celle que nous on a parce qu'on l'a vécue ou celle que nous on a parce que elle nous a été transmise. Et bien là, c'est là qu'intervient le conflit, c'est là qu'il y a le conflit mémoriel. Et en général, la version officielle ne vient pas écraser la version individuelle. Euh, ce qu'on transmet ne vient pas effacer nos propres souvenirs. Et c'est typiquement là où il y a le conflit parce qu'on ne va pas juste dire, ah ok, les individus ne sont pas des réceptacles vides, donc ils vont pas
juste se dire je me suis trompé. Là, il va y avoir un conflit mémoriel où on va pas se reconnaître dans l'histoire. Ou par exemple, on ne va pas reconnaître ce qu'on nous raconte comme notre vraie histoire. Donc c'est là où est-ce que peut-être qu'une histoire qui me semble complètement déconnectée de ce qu'on nous a raconté, eh ben, du coup, ça accroche pas dans le cerveau. Ça a été dans des études en Allemagne, ils ont aussi montré ça, que des nouvelles générations étaient... ben, les atrocités qu'on leur racontait leur paraissaient tellement invraisemblables que ils ne voulaient pas s'identifier à cette histoire. Donc ça, c'est pas mon histoire, c'est pas chez moi et c'est pas mes ancêtres qui ont fait ça. Et donc il y a carrément un refus, un déni. Donc voilà, c'est vraiment identifier le mécanisme entre les différentes mémoires. Euh, du coup, il y a différents usages du passé. On peut survaloriser le passé, donc ça veut dire qu'on va imposer une seule version. On peut oblitérer le passé, ça veut dire qu'on va occulter toutes les interprétations pour en mettre une ou occulter une partie de l'histoire et pas l'autre. Et ensuite, la dernière option, c'est le travail de mémoire, donc c'est la prise en compte de toutes les interprétations et surtout du conflit d'interprétation. Et ça, on peut le retrouver dans les discours. Donc, on va avoir un discours qui va parler plus, par exemple, des morts d'un côté que de l'autre, dans les familles, où on va raconter qu'une version, dans les manuels scolaires, dans les programmes, dans le choix d'événements qu'on va vouloir célébrer ou non, etc. Donc, mais les individus eux-mêmes peuvent manipuler les mémoires quand ils décident de ne pas parler du passé. Donc, on a les gouvernements qui peuvent choisir ou pas de transmettre ou de ne pas transmettre. Mais on a nous aussi, nous, individus, quand on choisit de ne pas transmettre, de ne pas raconter, pour des raisons généralement qui ne sont pas mauvaises, parce qu'on veut préserver, on ne veut pas dire un passé difficile, on ne veut pas transmettre des choses vilaines à nos enfants et aux prochaines générations. Mais en ne transmettant pas, on manipule aussi le passé, puisqu'on ne dit pas tout. Et, euh, et inconsciemment, on transmet quand même les émotions qui sont liées à ce passé. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits donc, sur les manuels scolaires, les programmes scolaires. Et ici, je cite une phrase d'un chercheur qui étudie beaucoup les programmes scolaires et il dit: «L'épreuve issue des systèmes éducatifs nationaux à travers le monde suggère fortement que la fabrication du contenu des manuels scolaires résulte d'une compétition entre groupes puissants qui la considèrent comme centrale dans la création d'une mémoire nationale collective, conçu pour répondre à des impératifs culturels, économiques, politiques, sociaux spécifiques.» On sait qu'à travers les manuels scolaires, on véhicule pas mal de choses, on fait passer pas mal de choses, les manuels et les programmes scolaires. Donc, à travers ces deux supports-là, on fait passer ce qu'on a envie que les enfants retiennent, ce qu'on n'a pas envie qu'ils retiennent, et l'identité d'un pays. Ensuite, j'ai deux petites citations aussi. Le contrôle étatique du contenu des manuels scolaires demeure un moyen central de transmettre une domination hégémonique et idéologique et constitue de ce fait un lieu important de lutte politique. Donc là, par là, il veut dire que ben, dans les manuels scolaires, quand on étudie les manuels scolaires de différents pays, et je vais vous le montrer juste après, on voit qu'il y a une lutte politique de ce qu'on veut transmettre ou non. Une lutte politique, mais voilà, il y a aussi des enjeux culturels, idéologiques, donc des groupes dominants qui tentent d'imposer ou renforcer une partie de l'histoire ou une autre. Euh, Ici, deux chercheurs qui ont beaucoup écrit dans ce domaine-là, ils disent: les manuels scolaires offrent un moyen évident de réaliser l'hégémonie dans l'éducation, dans les manuels d'histoire. L'omission de faits et de points de vue cruciaux limite profondément les façons dont les élèves en viennent à percevoir les événements historiques. Donc, c'est vraiment les manuels scolaires sont vraiment quand même un outil, un lieu où il y a une lutte, vraiment une lutte politique d'usage du passé et de version du passé qu'on veut transmettre. Euh, et c'est donc à partir de ces deux points-là, donc de la lutte politique qu'on a dans la transmission du passé
que ce soit dans les manuels scolaires, dans les programmes, mais via l'institution scolaire. Et le deuxième point, la compréhension des mécanismes entre les différentes mémoires et les différentes appropriations du passé, que j'ai commencé à vouloir étudier cette période des événements. Et c'est dans ce contexte-là que j'aborde le cas calédonien, en me disant, en essayant de comprendre quelles dynamiques se font, quelles dynamiques ne se font pas. Et voilà, après avoir lu ces chercheurs qui étudient beaucoup les manuels scolaires, j'ai commencé moi-même à regarder les manuels scolaires ici pour voir ce qui était fait ou pas et les choses positives comme négatives. Et du coup, au Japon, donc au Japon, Kate Crawford, lui, il a écrit un article sur les manuels scolaires au Japon. Et donc, il dit que finalement, ils servent d'outils de socialisation et de transmission d'une mémoire collective qui est souvent façonnée par des intérêts politiques et idéologiques. Je vais vous montrer juste après les images des différences entre deux versions. Il dit aussi que, il y a des tensions entre les différentes visions de l'histoire. Certains qui sont plus critiques et d'autres qui cherchent plus à réinterpréter les actions du Japon dont on n'est pas forcément fier. Euh, il analyse aussi les processus d'approbation des manuels scolaires par le ministère de l'Éducation au Japon et qui vise à favoriser certains discours au détriment de d'autres. Je vous montrerai l'image juste après. Et donc, il conclut que ça a une répercussion forcément sur l'identité nationale et sur l'identité des Japonais, mais aussi dans les relations internationales, parce que si il, il réinterprète l'histoire, on a forcément les pays voisins qui ont été affectés qui vont réagir. Et donc, il parle de guerre culturelle autour d'Emmanuel au Japon. Et donc, on peut le voir. Alors, je suis désolée, c'est en anglais, parce que le livre est en anglais. On voit ici deux versions différentes. J'espère que vous voyez bien. Je vais lire hein, et traduire. En 83 et en 94. Et je vais pas tout traduire, mais juste la phrase les deux phrases en gras, où on voit qu'en 94, on rajoute une phrase. Euh, donc au début, en 83, donc c'est le Japon qui a été occupé, alors, le Japan, le Japon a, pardon, attendez, hein, Japan occupé. Donc il a occupé des places importantes dans le nord de la Chine et à Nanking. Et dans la deuxième version, il rajoute spécifiquement en occupant Nanking et ils précisent de ce qu'ils ont fait, les massacres qui ont été faits à beaucoup de Chinois et alors qu'ils ne le font pas dans la première version. Donc on voit que, il y a eu entre 83 et 94 des changements dans la version de l'histoire qu'on décide de transmettre. Ensuite, là c'est ce que je disais tout à l'heure, il propose des versions de manuels scolaires et puis le ministère de l'Éducation dit oui ou non. Et là on voit par exemple dans la thématique de l'unité 731 qui propose un passage et là carrément le ministère de l'Éducation demande de supprimer le passage parce qu'il n'y a pas d'études crédibles qui permettent d'affirmer ça. Et donc, ben, on va pas le mettre dans un livre scolaire quand même. Et là, eux qui répondent que finalement, ben, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, on voit qu'il y a une volonté de transmettre une version ou pas, ou certains faits et pas d'autres. Ensuite, on va passer sur Israël-Palestine. Donc, je vais essayer de passer brièvement. Eux, ils se sont réunis, donc un projet, donc ils avaient comme projet d'écrire une histoire commune. Et donc, il y a une initiative qui a été lancée et un consortium d'historiens palestiniens et israéliens ont essayé d'écrire une histoire commune. Euh, donc, ils pensaient y arriver de base et finalement, ils ne sont pas arrivés à l'objectif qu'ils avaient en tête.
Et donc, ils ont sorti un manuel, donc c'est l'image qui est en haut à droite, avec une version avec le narratif israélien et une version avec le narratif palestinien, donc une en hébreu, une en arabe. Et il a été traduit en français, donc il existe, on peut le commander en français. Et au milieu, avec des lignes blanches pour ben, laisser la place à l'écriture commune de l'histoire. Donc, cette initiative a eu un fort impact dans le monde de la recherche. Donc, les chercheurs se sont emparés de cette méthode. Et par contre, sur le terrain, bon, les ministères de l'Éducation n'ont pas validé l'utilisation de ces manuels scolaires dans les classes. Euh, donc, on a quand même, enfin, on a essayé d'écrire une histoire partagée, mais force est de constater que la réussite n'est pas pleine et entière. Ensuite, la Polynésie française. Alors, c'est pas encore ma spécialité, donc c'est un terrain que je dois aller faire plus tard. Mais pareil, un peu comme ici, des anecdotes, des témoignages où mes trois filles sont nées en Polynésie, aucune d'entre elles n'a appris le fait nucléaire. J'ai une étudiante à Sciences Po qui m'a dit un jour, on a été voir une pièce de théâtre avec des bonhommes verts et c'est là où je me suis posé la question pour la première fois de ce que ça représentait. Donc une étudiante en licence, donc qui n'avait jamais entendu parler à l'école de ce qu'était le fait nucléaire. Et donc, en Polynésie, ils ont aussi donc une adaptation des programmes par rapport à l'État et ils ont décidé en 2020 de faire donc là, les programmes qu'ils appellent programmes ajustés et adaptés pour inclure davantage le fait nucléaire. Et ce qui est intéressant dans la manière dont ils ont procédé, donc pareil, un groupe de travail composé d'enseignants, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques a été mis en place. Donc ils ont créé des ressources pédagogiques. Là, ce sont les niveaux dans lesquels le fait nucléaire est abordé, donc CM1, CM2, 5e, 3e au lycée. Et vous voyez qu'il n'est pas abordé simplement en histoire, géographie. Il est abordé donc là en SVT, en physique, en français, en EMC, en art plastique. En fait, ils ont décidé de l'aborder sous quasiment toutes les matières. La slide d'après, je crois que voilà, en sciences, en français, en art plastique, en éducation musicale, pour essayer de développer l'esprit critique des élèves et de les sensibiliser aux différentes dimensions. Que, en fait, finalement, donc ils ont fait de ça un enjeu central. Ça date d'il n'y a pas longtemps et je ne connais pas encore les retombées de ça. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que si aujourd'hui on va observer, qu'on pose des questions aux enfants, aux élèves polynésiens, est-ce qu'ils vraiment, ça y est, ça fonctionne ou pas? C'est un terrain que j'aimerais faire l'année prochaine, donc pour savoir si cette méthode de le voir dans différentes matières pour ne pas rester focus sur l'histoire, si ça pourrait être une option. Voilà, donc après, ils ont fait des projets mémoriels en même temps et des ressources numériques. Euh, Ensuite, à nous. L'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Alors moi, donc la méthode que j'ai mise en place, c'est que j'ai commencé par me poser la question des thèmes abordés dans le programme. Si cette période elle a été transmise ou non, parce que moi, j'ai pas le souvenir du tout de qu'elle m'ait été enseignée. J'ai fait des recherches moi-même et je ne savais même pas qui était Yewene. Je n'avais vraiment aucun souvenir et j'ai fait toute ma scolarité ici. Donc, dans ma tête, je me suis dit, au départ, je suis partie du postulat que ça n'était carrément pas enseigné. Donc, les classes, c'est enseigné et les heures qui sont allouées. Finalement, ben, c'est enseigné. Donc là où mon hypothèse de départ était de me dire bah, carrément ça doit pas être enseigné, et ben donc elle s'est pas révélée vraie.
Et donc, j'ai identifié les classes dans lesquelles c'était abordé. Donc, en CM2, donc le terme événement apparaît dans le programme en CM2 et en terminale. Et en troisième, on a un temps, donc une période où on peut en parler, là, la Nouvelle-Calédonie de 1946 à nos jours. Mais réellement, le mot événement apparaît donc en CM2 et en terminale. Donc en CM2, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est le dernier thème, le thème 3. La France de 1914 à nos jours, la France et la Nouvelle-Calédonie, pardon. Et donc on a tout à la fin du dernier chapitre, le dernier petit point, on a ici donc la question de l'autonomie, de l'émergence de la revendication indépendantiste aux événements, le temps des accords. Mais on a quand même la petite phrase, on attire l'attention des élèves sur des redéfinitions du lien avec la France, l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on met quand même l'accent sur l'évolution du statut institutionnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on a quand même l'apparition ici bah, de, de la période. En fin de programme. Je vous partagerai quelques témoignages après. Il se trouve que pas beaucoup des enseignants qui m'ont parlé m'ont raconté que finalement ils ne le faisaient pas forcément. Voilà. Ensuite, pourquoi ça met que ça? Hop. Ici. Donc là, on est en troisième. En troisième, on a, comme je vous disais, la possibilité de le faire puisque 1900 la Nouvelle-Calédonie, depuis 1946, évolution politique. Et ici, on a une petite phrase, cette étude est centrée sur l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie et les réactions qu'elle suscite. Encore une fois, si on prend mot pour mot, ben, on a une phrase qui est centrée sur l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie plutôt que vraiment sur les faits historiques. On peut se poser la question du coup de la compréhension des enseignants sur est-ce que l'évolution statutaire, qu'est-ce que ça implique finalement comme enseignement. Ensuite, il y a un document ressource sur le site du vice-rectorat qui dit que la priorité sera donnée à aider les élèves à comprendre les différents statuts politiques qui se sont succédés, les caractéristiques institutionnelles spécifiques. Donc, on parle beaucoup encore de l'évolution statutaire. La suite du document parle aussi de la période des événements. Donc voilà. Mais de la ressource disponible, le programme officiel est noté comme ça. Évidemment, ces présentations je parle de manière générale. Je sais qu'il y a, donc je vais vous montrer des témoignages d'enseignants qui ne se sentent pas à l'aise et donc esquivent. Mais il y a aussi des enseignants pour qui ça tient vraiment à cœur de le faire. Donc, eux, ben, que ce soit au programme ou non, ils arrivent à le faire et ils le font vraiment de manière, vraiment, ils ont envie de le faire et dès qu'ils peuvent le faire, ils le font. Donc, il faut pas, c'est pas une généralité, mais ça arrive. Ensuite, en terminale, bon, bah voilà, on a pareil le dernier thème, chapitre 2 vers les accords, et on a à la fin la période des événements. Alors, bon, je pense que vous y connaissez mieux que moi. J'ai fait un peu un calcul mathématique, sachant qu'on a 5 heures au total pour le thème 5 que j'ai redivisé par 2 chapitres, 2 et demi, ce qui nous donne à peu près moins d'1 heure pour traiter chaque petit point. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les heures dans le programme sont suffisantes pour pouvoir arriver à pouvoir enseigner cette période comme on voudrait le faire? Euh, Aussi, le titre de la période, donc, c'est Vers les accords de 1975 à nos jours. Ce titre, donc, on commence par Vers les accords, donc par les accords qui arrivent après la crise, donc on commence, c'est un peu dans le désordre, et donc on a l'impression que la volonté était aussi ici de mettre l'accent sur sur le passé harmonieux, donc de valoriser les accords plutôt que valoriser la période de quasi-guerre civile ou de guerre civile en fonction de comment chacun entend l'appeler. Mais donc, on a cette volonté d'accentuer le passé harmonieux. Euh,
Et donc, dans aucun, donc voilà, ce mot guerre civile, événement, on ne sait pas trop comment l'appeler en fonction des démonstrations et des sensibilités. Et donc, le mot guerre civile n'apparaît pas dans le programme. De cette analyse, j'ai donc remarqué qu'il y a des sujets comme la civilisation kanak, le peuplement de l'archipel, le rôle de la Nouvelle-Calédonie dans les grandes guerres, qui sont plutôt survalorisés. Donc, on va les voir plusieurs fois dans plusieurs classes, à plusieurs niveaux, il y a une répétition. Et à d'autres sujets, comme cette période des événements, ou qui sont pas complètement occultés, puisqu'ils apparaissent, mais qui sont vus de manière plus timide ou moins prononcée. Et donc, on va avoir plutôt un, un- un gommage, même si on ne peut pas dire que c'est effacé, puisque ça apparaît officiellement dans le programme. Ensuite, les témoignages que j'ai eus. euh, donc j'ai eu, donc j'ai demandé, en fait, je me suis rendu compte que ce qui était dans les manuels scolaires, dans les programmes, comme c'était un peu ciblé plutôt sur l'évolution statutaire, j'ai demandé aux enseignants dans quelle matière ils en parlaient en fait, donc comment ils l'abordaient. Et souvent, j'ai eu, oui, j'aborde cette partie en EMC, c'est beaucoup moins risqué et plus confortable. Ou quand je demandais est-ce que je peux venir observer dans ta classe la manière dont tu l'enseignes, et ben j'ai eu oui, tu peux venir observer si je le fais, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors mais en tout cas ce sera en EMC. Ou pareil, quand je demandais à un enseignant comment il commençait, il me disait je commence par parler de l'actualité, donc je continue forcément en EMC. Ensuite, quand j'ai demandé, mais alors, vas-y, de quoi tu parles? Et ben, bon, ben, je parle des provinces, du rééquilibrage, des accords, de la poignée de main. Et donc, in fine, ben, je me suis rendu compte que de le faire en EMC, parfois, ben, le résultat est qu'on ne parle pas des faits forcément historiques, mais de ce qui en a découlé. Mais que du coup, ça pouvait être producteur de silence, puisque tout compte fait, il y a les institutions, il y a les différents statuts, mais réellement, ce qui s'est passé, l'histoire de cette période, pouvait être volontairement ou non. Donc là, on a des professeurs qui carrément, oui, oui, moi c'est moins risqué, je me sens pas à l'aise. Mais involontairement, comme là, où il y a une production de silence, mais complètement involontaire. Ou pareil, pour être honnête avec toi, si je participe à ton étude, je vais me le mettre dans la progression et le faire, mais sinon je ne l'aurais pas fait comme l'an dernier. Et, euh, et donc on a des enseignants qui vraiment ne sont pas à l'aise et ils le disent. Mais ils le disent et voilà. Et donc, pour essayer d'avoir le plus de données possible, j'ai un formulaire Google Form. Donc, je ne sais pas si je peux le partager peut-être dans le chat avant la fin. euh, pour essayer de comprendre les pratiques, pour comprendre qu'est-ce qui pousse à faire, qu'est-ce qui pousse à ne pas faire, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un enseignant soit plus à l'aise à le faire, pourquoi il prend telle direction ou telle direction. Et l'objectif étant de formuler des recommandations ou des pistes qui soient fidèles au terrain. Et le terrain, c'est votre réalité, c'est pas la mienne. Donc, de vraiment être au plus proche de la réalité, de ce qui pousse à prendre une direction ou une autre. Donc, j'essaierai de vous partager dans le chat le lien du formulaire. Et comme ça, si vous avez un petit temps pour y répondre, c'est déjà une première manière de m'aider et de participer. Euh, Ensuite, j'ai aussi remarqué que la, la période du coup dite des événements est souvent un tout petit point qui est un sous-titre du sous-chapitre du grand chapitre. Donc c'est un petit, donc ça c'est dans les manuels scolaires, c'est souvent un petit sous-chapitre tout au bout. Et dans les programmes scolaires, vous avez vu, c'est tout le temps dans un grand titre très global, donc la France et la Nouvelle-Calédonie de 1914 à nos jours, par exemple. Et là, c'est pas, encore une fois, c'est aucun jugement, c'est juste une des questions que je soulève. Peut-être que quand on voit comment ils ont centralisé le fait nucléaire en Polynésie, est-ce que la méthode serait pas à revoir
comment, au lieu de mettre cette période dans un tout petit point, tout au bout, à la fin du programme, comment on pourrait la mettre de manière plus centrale et plus globale pour en comprendre pleinement les différents enjeux et sous différents prismes. Donc pas forcément que en histoire, ni que en EMC. Ensuite, donc les manuels scolaires, et pourtant un énorme travail est fait avec la publication de ces manuels scolaires quand même, qui, je rappelle, le vers là sort 2 ans après il est écrit 2 ans après Matignon, et on a quand même on parle quand même des événements, donc c'est la dernière page, et donc elle aurait simplement pu être abandonnée, mais non, on a vraiment une réelle volonté de le faire, puisque on la met quand même 2 ans après Matignon, donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut soulever. Et, mais on remarque quand même la même tendance dans les manuels scolaires. Je vais passer la prochaine diapositive. Hop. Où beaucoup plus de pages et de chapitres sont consacrés à l'évolution institutionnelle, au statut, au rééquilibrage, plutôt que vraiment à réellement ce qui se passe historiquement pendant cette période. Euh, Aucun de ces livres ne parle de la totalité des morts. Ça m'a frappé. On en parle un peu. On va citer un peu Tchibaou, un peu Pierre de Clercq, un peu, mais aucun ne cite tous les morts. Euh, on parle plus, voilà, je vous l'ai dit, de l'évolution institutionnelle. Et presque toujours, il s'agit d'un tout petit chapitre qui est le petit 3 du grand un et du chapitre précédent. Et donc, et on a une volonté aussi de valoriser l'histoire harmonieuse, la paix, les accords et les évolutions. Ce qui en soi ce n'est pas mauvais, mais du coup, ça peut expliquer la raison pour laquelle on continue d'avoir ces discours de on ne connaît pas l'histoire si on, au final, parle que des choses positives. Euh, et donc, j'ai été interviewer certaines personnes qui ont participé à la rédaction de ces manuels scolaires. Et donc, je leur ai demandé qu'est-ce qui fait qu'à cette période, notamment pour le vert, là, le manuel vert, euh, qu'on le fait quand même, on écrit quand même. Et là, ils m'ont, avec tous avec leurs mots un peu différents, mais ils m'ont tous répondu, mais c'était l'accord de Matignon, on était tous de bonne volonté pour construire, donc il fallait faire. Et donc Louis-José Barbançon, il me dit, c'était dur au lendemain de la guerre civile, mais il fallait dire quand même. Christophe Sand, quand je lui ai posé la question, il me dit, mais on s'est posé la question à savoir si on s'arrêtait avant la guerre civile ou si on en parlait. Et Frédéric Angleviel, il me dit, c'est le chapitre qui a été le plus difficile à écrire, donc celui sur lequel il y a eu plus de conflits, où ils en ont un souvenir d'ailleurs très différent les uns des autres, mais en tout cas, ils ont le souvenir qu'ils y ont passé la journée, alors que c'était pas le cas pour les autres chapitres, que en fait, comment ça se passait, c'est que chacun avait sa partie de l'histoire, chacun rédigeait, et après ils avaient une séance plénière, et ils lisaient, et en règle générale, ben, il n'y avait pas trop de conflits. Mais pour ce chapitre, ça a pris toute la journée. Et ils ont chacun leur souvenir, leur anecdote de ce sur quoi ils ont buté pour au final que ça sorte. Et, euh, et voilà, ils me disent tous, mais c'est l'accord de Matignon, ils nous croyaient tous, il fallait faire. Et donc, quelques conclusions. Euh, donc, à ce stade-ci, il y a plusieurs facteurs qui expliquent les silences. On m'a dit, ben, le volume horaire, il est trop élevé, on n'a pas le temps. Et donc, comme le chapitre, il est à la fin du programme, et ben, on n'y arrive pas et on saute. Et en même temps, il y a des enseignants qui le font quand c'est pas au programme. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a une volonté de faire ou de pas faire parce qu'on est mal à l'aise ou autre raison. Mais voilà, il y a la fréquence à laquelle c'est abordé dans les programmes, c'est pas beaucoup abordé. Le temps alloué est pas énorme. Il y a le fait qu'on mette l'accent sur les périodes harmonieuses. Donc finalement, on-
est-ce qu'on parle vraiment du problème ou est-ce qu'on occulte sans le vouloir, de manière involontaire? Il y a les programmes trop chargés, je l'ai dit, la place dans les programmes. Le manque de ressources adaptées, c'est aussi ressorti que finalement les enseignants ne sont pas sûrs, ils n'ont pas assez de ressources. Il y en a qui m'ont aussi dit que c'était pas évalué lors des examens nationaux. Il y en a qui m'ont dit qu'avec le contexte instable lié au 13 mai, ils ne l'avaient plus fait. Euh, le champ disciplinaire, c'est ce que je vous disais en EMC ou en histoire, peut-être que d'aborder que la partie EMC, finalement, même si ça apporte beaucoup de connaissances, ben, involontairement, il y a des choses qui passent à la trappe dans le côté historique. Et dans terminologie, j'ai aussi, je vous ai pas donné tous mes résultats parce qu'il m'aurait fallu plus de temps, mais j'ai aussi analysé les différentes manières dont on en parle en fonction des manuels scolaires. Donc au début, comment on en parle, dans le premier, dans le deuxième, et jusqu'au dernier. Et au départ, on parle pas de guerre civile. Au départ, on parle de les premiers troubles, de contexte difficile. Donc voilà, les mots qu'on emploie aussi peut-être créent des silences, volontaires ou non. Encore une fois, c'est pas mon rôle de le juger et d'avancer quelque chose. Donc vraiment, parfois volontaire ou non, il y a vraiment des personnes qui, en discutant avec eux, on comprend qu'elles ne s'étaient pas rendues compte. Euh, et donc, on arrive à votre participation. Donc, comme je vous disais, mon objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui bug, à quel moment il y a, il y a un câble pas branché ou il y a un truc qui marche pas, qui fait que, parce que pour autant, on a fait pas mal de choses et finalement, ben, le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre donc, le rôle de l'école, je vous l'ai dit. Donc est-ce que ce qu'on va dire à l'école va influencer ce que va retenir l'élève et le futur citoyen, donc, et de la même manière ce qu'on ne dit pas, et les mémoires familiales. Euh, et donc pour ça, donc, j'ai une partie euh, scolaire où c'est très... euh, donc il y a le formulaire dont je vous ai parlé, où c'est vraiment sur les pratiques des enseignants, vraiment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais pas. Et une observation en classe, donc c'est principalement pour les enseignants qui ont des classes du coup de troisième et de terminale, ou d'autres enseignants qui n'auraient pas ces classes-là, mais qui le font quand même, parce qu'il y en a euh, afin que je puisse voir la réaction des enfants, donc le comportement des enfants et comment ils le reçoivent. Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'on voit qu'ils en ont jamais entendu parler? Est-ce qu'on voit qu'ils connaissent bien? Est-ce qu'on voit que vraiment ils ont l'impression que c'est une histoire complètement déconnectée de la leur? Et dans le côté famille, l'objectif est d'analyser la transmission en fonction des générations. Et donc, génération 1 étant les grands-parents, génération 2 les parents et génération 3 l'élève. L'idée, ce serait de pouvoir faire un questionnaire. Je l'ai déjà fait, hein, ce sont des questions, pas de réflexion. On sait ou on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne peut pas inventer. Donc, un questionnaire aux élèves avant qu'ils ne reçoivent le cours sur cette période. Donc, pour l'avoir déjà fait, c'est là où je vous ai dit, là, les 5 mots résumant cette période, je pensais pas, mais ça a été très compliqué. Je pensais pas à ce stade-là. Et donc, c'est une première évaluation de ce qu'ils ont. Et ensuite, vous faites le cours, on refait le questionnaire, peut-être pas juste après, mais on le refait après, pour voir si avec le cours, est-ce qu'il y a une énorme différence? Donc ça pourrait être parce qu'ils n'ont pas appris ou que ça les a pas intéressés, mais ça pourrait être aussi parce que ben c'est pas une histoire qui s'approprie parce qu'elle leur paraît complètement déconnectée de leur réalité.
Donc, comme je vous disais au départ, il y a des études en Allemagne qui ont été faites et où pareil, les jeunes générations ben, étaient complètement enfin, faisaient un déni et refusaient cette version de l'histoire puisque pour eux, c'était pas possible que leur famille ait fait des atrocités pareilles. Et donc, voilà, est-ce que du coup, cette histoire reste quand même un peu ou carrément pas? Et l'autre versant, ce serait que les élèves puissent aller interroger leurs parents et leurs grands-parents avec ce même questionnaire. Et donc dans le questionnaire, c'est donc comme je vous disais des questions qu'on sait ou qu'on ne sait pas, comment meurt Jean-Marie Tjibaou, ou comment des questions simples. Et pour les parents et les grands-parents, il y a une page où c'est euh, avez-vous transmis, pourquoi avez-vous transmis, qu'est-ce que vous avez transmis, et si vous n'avez pas transmis, pourquoi vous n'avez pas transmis pour comprendre les raisons qui ont fait qu'on a transmis ou non, et surtout pour comprendre si dans les familles où ça a été transmis, est-ce que pour autant l'élève a retenu, parce que donc pareil, ils ont fait des études belges sur la collaboration. Il y a une étude belge et qui démontre que c'est pas parce que les générations 1 et 2 ont transmis que génération 3 se rappelle. Donc, dans certains cas, ils ont transmis, mais quand on demande à la génération 3 de raconter que de parler de son grand-père, qui était un grand collaborateur, ben, tout compte fait, il raconte qu'il est allé à la pêche, qu'il aimait bien aller pêcher, et en fait, à aucun moment sort cette information-là parce que ben, l'enfant retient de son grand-père que ce qu'il a envie de retenir. Et donc, ça explique aussi que tout compte fait, on a un silence qui se crée puisque c'est un passé qu'on n'a, encore une fois, qui accroche pas. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'informations. Je vois plus vos visages, donc je ne sais pas si je vous ai perdu aussi. Donc là j'avais mis donc l'explication de, de ce que je viens de vous dire avec les différents questionnaires, mais que bon, je pourrais réexpliquer si jamais ça vous intéresse et vous envoyer avec les différents questionnaires par mail. Pour finir, j'avais envie de laisser cette petite phrase-là. Donc, vouloir se souvenir ne veut pas dire vouloir faire culpabiliser les gens. C'est simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire. Hop, voilà.